Je ne suis pas un guerrier. La guerre n'est pas mon métier. Je ramasse mes visages, fais le tour de la maison pour ancrer le souvenir. Le piroguier avance, ondule mes sens, eau profonde. Je saute caïman, m'endorville, me réveille forêt. Marron, j'habite infini, la nuit les métamorphoses. D'où viens-tu? Qui est ton père? Qui est ta mère? As-tu trahi l'enfance? As-tu amadoué les orages? Nous voilà au 5e rendez-vous des mardis du Petit Lectorat, une émission qui fait la promotion du livre et d'idées émancipatrices. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir le grand, l'éminent poète, écrivain, éditeur, Rodney Saint-Éloi. Bonsoir Rodney. Bonsoir mon ami. Comment ça va? Ça va bien, tu m'effraies avec tous tes adjectifs. Grand, éminent. Mais je préfère ton amitié à tout ça. Je pense que je te l'offre. Merci. Gracieusement. Merci. Alors, Rodney et moi, c'est une histoire ancienne. Bon, pas Rodney, mais plutôt son œuvre. C'est que j'ai découvert l'œuvre de Rodney, en l'occurrence sa poésie, à l'âge, je devais avoir 10, 12 ans. C'était dans la bibliothèque du lycée Toussaint-Louverture. Et voilà, tout a commencé là. Pourquoi cette rencontre? Alors, c'est une rencontre, on va dire, qui n'est pas du tout anodine, parce que tout simplement, Rodney parlait mon langage. Il parlait ma langue, il la parle encore aujourd'hui. Donc tout cela pour dire que je trouve que il y a dans ton œuvre, tu accordes une place importante dans ton œuvre poétique, du moins, une place importante à l'enfance. Parfois, cette thématique arrive de manière bigarrée, colorée, et d'autres fois beaucoup plus colérique, revendicatrice aussi. Donc, aujourd'hui, quand je te lis, notamment par rapport à tes dernières œuvres, il y a toujours cette thématique qui revient dans ton roman, etc. C'est tout simplement pour te demander, cette enfance, est-ce que tu te vois plutôt comme un grand enfant encore aujourd'hui? Je sens que tu es habité par ton enfance. Oui, mais merci, je dois dire merci. Merci à toi, merci à l'enfant qui a découvert ce que j'écrivais, parce que je pense que c'est important le mot enfant, d'abord, est un mot qui m'importe beaucoup, parce que je pense qu'on n'a pas su cajoler nos enfants, on n'a pas su donner en fait tout ce qu'il y a de tendresse aux enfants qui nous entourent, parce que je pense qu'il faut, s'il y a quelque chose à transmettre, c'est les mots, c'est la tendresse, c'est l'héritage le plus précieux. Et l'enfance, c'est, je dirais, la part héroïque de chacun d'entre nous. Et j'ai toujours aimé la dédicace du Petit Prince pour dire que, comme qui disait, je traduis un petit peu, tout le monde a été des enfants, toutes les personnes qui sont devenues des adultes ont été des enfants, peu d'entre elles, ces personnes-là, s'en souviennent. Et je pense que je vis avec mon enfance
Parce que j'essaie de rassembler mes visages, et je pense que l'un des visages que je préfère, c'est celui de l'enfance, parce qu'il est beau. Et ma grand-mère disait que j'étais un prince. Elle m'appelait Pépi. Donc vous voyez, et c'est là que les gens te donnent tout ce qui... Comme il n'y a pas de retour, tu ne pouvais rien demander en retour, les gens te donnent en absolu. Et c'est beau quand on donne à un enfant, l'enfant, il est content. Tu lui donnes un morceau de gâteau, il est content. Tu lui donnes un bout de soleil, il est content. Et c'est ce temps de la joie aussi, c'est-à-dire, avec l'enfance, j'ai trouvé le bonheur facile. Alors que ce qu'on est en train de vivre en tant qu'adulte, c'est très très dur. Et pour rester dans la cordialité du quotidien, pour rester avec une espèce de candeur, pour garder la candeur, c'est pourquoi je reviens à l'enfant, c'est pour apaiser toutes les colères qui sont en moi, c'est pour apaiser tous les volcans qui sont en moi. Donc vous avez commencé par dire, je ne suis pas un guerrier. Et c'est l'enfant qui... Parce qu'en fait, on nous a appris, quand on devient adulte, on devient dans un imaginaire de conquête. On veut posséder, on veut séduire, on veut le pouvoir, on veut... Alors que l'enfant est au cœur de la vie, l'enfant est au cœur du vivant. Et l'enfant nous rend vivants nous-mêmes. Donc c'est cette altérité intérieure, cette altérité à moi-même, que grâce à la poésie, j'essaie de développer. Et j'ai toujours la prétention que l'enfant nous préserve. Et c'est l'enfant qui préserve notre humanité. C'est l'enfant qui nous fait aller vers l'autre, l'enfant en nous. Si on se considère adulte, beau, on est dans des schémas binaires, beau, laid, adulte, petit. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on n'a pas trop écouté les enfants. Il faut les écouter. Et il y a toujours un enfant en nous qui demande à être en éveil. Et moi, dans ma poésie, je pense que, en fait, le visage que j'aime de tous les visages, parce qu'il y a beaucoup de visages dans ma poésie, et c'est le visage de l'enfant. S'il y a le mot enfant, il y a aussi le mot mère. Et si Angelo parle de ta poésie, je voulais qu'on parle un peu aussi de ton roman, qui est une ode à la mère, mais pas seulement à la mère, à toutes les femmes, toute une lignée de femmes. Et au lieu d'essayer de les résumer, je me permets de te lire un petit extrait. Je te parle de mes rêves d'écrivain, de mes projets d'écriture. C'est que j'ai envie de devenir écrivain, de tout raconter. Car quand on est comme je suis née, c'est-à-dire dans la confusion, on doit mieux percer le mystère de sa naissance. Ce fils qui porte le poids de sa naissance doit éclairer ses origines pour avancer. Qui est ton père? Comment répondre à cette question quand on ne sait pas vraiment? J'ai envie d'écrire sur la manière de grandir sous la dictature. Comment un jeune homme regarde passer les cadavres et les fusils. Quelle humanité est à nous quand on grandit dans la peur et la violence? Je veux écrire l'injustice qui sépare les uns et les autres, suivant leur quartier, leur nom, leur couleur de peau, leur odeur ou leur sexe. Puis l'exil. Je veux bien parler de l'exil. Je veux être utile aux autres et à moi. Je veux nommer le racisme et l'inimité qui gangrènent nos vies. Mais toi, Bertha, tu sais ce que c'est. Avant de mourir, je veux écrire pour témoigner de ces stations de calvaire, de la trajectoire de hasard et de bonté qui nous ont aidés à exister. Je veux dire comment nous avons traversé ces barrières, respirer et regarder là-haut l'étoile qui danse et qui nous fait signe de poursuivre la route. Je veux aussi dire merci. Merci à toi, chère Bertha. Merci à Tita, ma grand-grand-mère, à Contita, ma grand-mère, et à toutes ces femmes qui m'ont tellement donné. J'aimerais écrire simplement pour dire merci, pour entrer dans le cercle de l'histoire de ces visages des femmes qui ont allumé en moi un feu si ardent qu'aucun séisme ne peut éteindre. C'est une ode aux femmes qui sous-tendent en fait le projet entier. Un roman qui est rempli de tendresse et de violence en même temps.
Pourquoi ce roman maintenant? Bon, vous me posez des questions en fait, qui sont très très difficiles, parce que je ne sais pas pourquoi. Je sais simplement que c'est une urgence, que c'est nécessaire pour moi, peut-être pas. Après, si ça trouve quelques lectrices, quelques lecteurs, je pense que c'est déjà important. Mais j'écris, j'ai envie d'écrire pour dire merci à ces femmes-là, parce que je parle beaucoup d'altérité, parce que j'aurais pu rester à Cavaillon, à Port-au-Prince, dans le séisme, dans la catastrophe. Je ne serais pas ici avec vous, dans cette grande beauté, dans cette grande tendresse. Je serais en train de chercher quoi manger, quoi vivre, dans l'urgence du quotidien. Donc j'ai la chance de pouvoir, grâce à ces femmes-là, et de devenir ce qu'on appelle un être humain qui mérite le respect, à qui on donne de l'honneur. Donc je suis conscient de mes privilèges, et à chaque fois que je vois ces privilèges-là, je me touche en disant merci à ces femmes-là qui n'avaient absolument rien, qui étaient ce qu'on appelle, sans autre mot, des femmes très pauvres, et qui ont fait de moi un projet en disant que, en me donnant ce qu'elles n'avaient pas, en me donnant la dignité, en me donnant le soleil, en me donnant en me donnant un héritage qui est si puissant qu'aucun banquier ne peut voler. et je pense que c'est ça, cette intelligence de la pauvreté, cette intelligence de la pauvreté, qui me donne aussi l'humilité, parce que même quand je suis parmi vous, je pense à ces femmes-là. Parce que pourquoi je pense à ces femmes-là? C'est parce que ce sont des modèles de vie pour moi, et mon souci, c'est de les inscrire dans l'histoire. Ce ne sont pas des femmes qu'on voit dans des musées, et c'est pourquoi quand vous lisez, vous allez voir, je cite Bertha, je cite Conchita, je cite Tida, je cite Mercilia, parce que c'est à moi de leur offrir une histoire. Donc, je pense que le monde vit d'histoire, mais il y a tellement d'histoires qui n'ont pas été racontées. L'histoire de ces femmes-là, comme l'histoire de leur visage, n'ont pas été racontées, et c'est à nous. Et aussi, il faut peut-être repenser ce qu'on appelle la pauvreté. Moi, je pense que ce sont des femmes riches si elles arrivent à donner. Et ces femmes arrivent à donner, donc les riches ne donnent pas. Est-ce que vous voyez, donc, ces femmes, quand j'ai vécu des choses extraordinaires pour voir tout ce que ces femmes possèdent, c'est pour les autres. C'est elles qui m'ont appris qu'on ne peut exister qu'en solidarité, qu'en lien avec les autres. Et c'est pourquoi quand on m'a appelé à l'Académie des lettres du Québec comme académicien, et puis j'ai écrit un texte pour le texte inaugural, et le titre c'était « Je suis le fils de Tida ». C'était pour dire une chose, c'est que Tida ne savait pas lire, et c'est Tida qui m'a donné l'alphabet. C'est-à-dire que je suis dans un paradoxe, à la fois d'abondance, parce que avec Tida, elle me faisait lire la Bible, et puis elle disait le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je n'y manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Imaginez l'enfant à qui on dit « Tu ne manqueras de rien. » C'est ça la richesse, c'est l'imaginaire de la richesse. Comment tu arrives à te partager entre le métier d'écrivain, de poète, d'écrivain, et le métier d'éditeur? Je suis un être schizophrène. Peut-être que il y a d'autres vies, une vie de père auquel, en fait, cette vie de père, à laquelle je tiens beaucoup, parce que je pense que c'est important pour moi de dire que j'ai des enfants que j'aime et à qui j'essaie de donner toute la tendresse que j'ai, tout l'amour aussi que je peux transmettre. Et donc c'est important. J'ai beaucoup de vie
Et parce que je suis un être tourmenté, je suis un être d'exil, je suis un être qui a traversé les mers, en fait. Dans ma tête, j'ai traversé les mers. Donc, c'est que je vis dans des territoires différents et j'ai des noms différents. J'ai parlé de Pépi en Haïti quand je suis arrivé à Dakar, à Saint-Louis du Sénégal, Félouine Manomé et Ouagan. C'est-à-dire que celui qui n'est pas encore vaincu, le guerrier qui n'est pas encore vaincu, c'est pas qu'il soit invincible, mais il n'est pas encore vaincu. Ok. Donc, Ouagan Diagne, on m'appelle au Sénégal. Et quand je suis arrivé chez les Inuits, chez les autochtones, on m'appelle Outimo Moniche, c'est-à-dire le gros chat. Donc, c'est-à-dire le gros chat de la forêt. Mais c'est parce que le lion n'existe pas dans leur langue. Donc, l'animal qui se rapproche le plus, c'est le gros chat. Et tu vois, donc, je suis dans... Et je suis heureux de voir que je peux entrer au Sénégal sur la route de Senghor et entendre le Wolof et écouter parler en moi les baobabs. Et quand j'ai écrit « Je suis la fille du baobab brûlé », c'est parce que j'ai rencontré sous un baobab des femmes. J'avais des cheveux, des dreads, et puis les femmes, elles m'ont touché. Quand elles me touchaient, c'est comme si elles réparaient mon corps. Elles me donnaient. Moi, je pensais que c'était moi, l'étranger, le touriste, celui qui était riche, qui vient de l'Amérique du Nord, qui allait acheter quelques cadeaux. Et puis je suis étonné que c'est elles, que je croyais pauvres, qui me donnaient. Elles réparaient mon corps, elles touchaient mes cheveux, et elles me donnaient un certain nombre de choses. C'est pour dire que je suis un être très divisé, et j'aime pas les gens lisses qui se contentent d'être médecins, ingénieurs, avocats. J'aime beaucoup, en fait, ce tourment intérieur, ce volcan qui m'anime. Il y a Émile Olivier qui disait être québécois de jour et haïtien de nuit. Donc je pense qu'il y a cette espèce de... Ben, on peut continuer en fait la liste, mais un être déplacé, un être d'exil, c'est un être qui doit rassembler un certain nombre de visages. C'est un être qui doit rassembler un certain nombre de territoires. Et ce que j'apprends, c'est que dans le Creole, il y a ça aussi, Deyemon Gemon. Donc, tu vois, donc, Deyemon Gemon, c'est-à-dire qu'il y a tellement de bonheur dans la vie, tellement de douleur aussi, et on doit les vivre, et on doit essayer de concilier les paradoxes. Donc, je suis un être de grand paradoxes. Et il n'y a pas de psychiatre qui pourra me guérir. Ça n'existe pas. Et je l'assume. Mais Franck Etienne dit ça. Franck Etienne dit, moi, je me sens Jean fois, il était venu nous rencontre et Bibliothèque Étoile Filante, Fontamara. Il dit, pas occuper le monde qui dit, ou gagne depuis, il faut courir dans un seul chemin, au cas où il y a plusieurs chemins en même temps. Oui. Donc, je comprends tout ça pour me dire, je comprends ça au dire. Lorsque nous étions ensemble. La création disait, oublie ton nom, oublie d'où tu viens, oublie ta couleur, mais n'oublie pas la création. Et moi, je n'oublie pas. Le regard et rien n'existe sans vos putains de regards. Et j'existe parce que tu me regardes. Tu me regardes peut-être par manque de choix. Même quand j'avance dans la nuit noire et raide bourré tard le soir, j'ouvre les yeux et le regard, ce putain de regard qui me regarde, mais si souvent ne me voit pas. Toute la création est là, en allez.
gens disent que tu retournes en terre Guinée, au pays de tes ancêtres. Tu retournes au commencement de toi-même pour boucler la boucle. La mort est pour toi, chère Bertha, le chemin de la vérité qui rappelle que nous sommes poussière, grain de sable entre le sable, vague entre les vagues, silence dans l'éternel silence de la vallée. J'appuie ma tête contre le visage de Bertha. Je lui dis combien elle est belle. Je lui dis merci pour l'air que je respire, pour le vivant que je suis, pour les couleurs du ciel, pour la mer encore bleue, pour le jour et le crépuscule, pour le cœur qui bat. Je lui déclare ce que j'ai de joie, de doute, de passion, de douleur, d'amour et de beauté. Je lui dois tout. Je lui dis respect. Mais entre nous, tout est toujours secret. Il n'y a jamais de démonstration. Pourquoi rompre le pacte? Bertha n'aime pas les honneurs, ni les remerciements. Cela la met mal à l'aise. Je touche sa joue gauche. Je caresse une mèche de ses cheveux. J'effleure sa main droite. Nos corps sont les mêmes. Nos souffrances aussi. Nous sommes deux oiseaux, même plumage, même envol, dans le même ciel du pays pourri. Sauf que moi, ce sera pour plus tard. Plénitude et abondance. Vous êtes seul et inatteignable. Complice et tendre. Femme totale, capitale. Vous êtes entre amis à vous défoncer, à vivre et à vous raconter. Ce cercle est fermé à quiconque n'est pas vous. Le périmètre est si bien délimité. C'est un dîner de femmes. Vous vous chuchotez. Vous riez à en perdre la tête. La musique dissimule vos voix emmêlées. Tu danses. Tu n'auras jamais l'occasion de danser. Un pas, deux pas. Tu chantes. J'aime bien. Regardez pas, j'aime ici, pas j'aime l'autre bord, j'aime là. Tu es splendide. Et moi je vous regarde. Femme totale, capitale, ivre de vos rires extravagants à travers les rideaux de la cuisine. Je m'éclipse mais pas trop loin. Je vous regarde, folles et souriantes. Bertha, tu danses intensément la danse. Tu voles avec le vent, tu voles avec la vie. L'idée de ton bonheur suffit à mon bonheur. Je suis la fille du baobab, qu'une étoile insoumise a enfanté sur une terre d'épices. Je n'ai pas d'identité certifiée. Je ne suis pas l'étrangère. Je ne suis pas l'ennemi. Les pays me divisent en 7 nations. Je ne sais rien de mon visage. Les miroirs ne se retournent pas
sur mon passage. Pour ton sommeil, je chanterai la légende Zin et tes Zin, mon ami, ton ami, mes amours. Une dernière question pour Rodney. Imaginez que nous, en 2150, qui ça autant envie de dire un jeune haïtien en 2150? 2150. On n'a pas là un jeune haïtien qui... Pourquoi ça ne me va pas là avec les cougnières? Parce que nous voulons quoi que Haïti a existé en 2150 encore. Oui, c'est peut-être ça que... Parce que l'esprit ne va pas fonctionner même genre. On va faire dictateur avec moi, imposé 2150. Et même dit, il faut qu'il marche vers 2150. Parce que nous-mêmes, nous pas jeunes haïtiens, non? Parce que avec la crise environnementale, la crise climatique que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas seulement les Haïtiens qui sont menacés, nous sommes partout menacés, c'est le monde qui est menacé. Et 2150, c'est une fiction. Et parce que si on ne résout pas les problèmes aujourd'hui auxquels on fait face, avec une poétique qui intègre l'autre, une poétique de l'altérité qui intègre l'autre, qui ne divise pas le monde en bon et méchant, en pauvre et riche, et qui a du respect et de l'humilité, et qui prend en compte nos valeurs essentielles, nos propres humanités. Donc, et donner aux gens, en fait, la possibilité de transformer le monde, donner aux sœurs Bossé la possibilité de diriger le monde. Moi j'aimerais être étonné par ce qui... Admettez ce qui advient. Et éviter que ça se reproduise du pareil au même. Parce que je pense qu'il y a des énergies qu'on n'a pas encore vues. Peut-être que l'avenir du monde se déroule en Haïti aussi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a regardé les États-Unis, on a vu l'humiliation totale. Les Américains nous ont humiliés en tant qu'humains. C'est-à-dire qu'ils offrent au monde ce qui est le contre-exemple en termes d'humanité. Donc, ils nous ont déshumanisés. Quand tu vois le traitement, la manière dont on traite les Haïtiens, la manière dont on traite les Noirs, quand on voit le racisme, comment ça pousse, comment ça s'ancre dans des cultures, dans nos cultures contemporaines. Donc, pour construire un monde nouveau, je pense même
et que le monde, on devait regarder du côté d'Haïti. Et Aimé Césaire disait Haïti, le pays où la négritude s'est mise debout pour la première fois et dit qu'elle croyait à son humanité. Donc il y a une humanité souterraine. Parce qu'en créole, un mot qui dit ça ou ouais, c'est pas ça. Le monde que l'on voit n'est pas le monde. Donc peut-être que c'est au cœur même du séisme, c'est au cœur même des vulnérabilités qu'il faudrait aller pour trouver le vivant. Et peut-être pour éveiller en nous l'enfant qui est en nous, où il n'y a pas de racisme, où l'autre est un ami, l'autre est un frère, l'autre est une sœur, pas un ennemi, pas une ennemie. Et je pense que, et puis inventer un langage, et c'est pourquoi la poésie elle est fondamentale. C'est Glissant qui disait que le monde est un langage, donc il faut inventer le langage. Parce que je pense que sans langage, on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas vivre, on ne peut pas construire le vivre ensemble. Et je pense qu'en Haïti, quand j'étais enfant, j'avais trouvé ce langage-là, j'avais trouvé ce monde-là. J'avais trouvé Haïti comme étant, en fait, la plaque sismique sur laquelle reposait le cœur du monde. C'est très mégalomane ce que je dis là, mais c'est grâce à cette mégalomanie que je dis que je suis haïtien. C'est grâce à cette mégalomanie que je ne veux pas l'image abîmée d'Haïti que l'on offre à la télévision, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui adviendra. Je ne sais pas si c'est en 2150, mais je pense qu'il y a une magie qui va casser la rationalité des banquiers et qui va surgir et qui va nous redonner notre dignité.